Il y a 50 ans, en avril 1975, les troupes nord-vietnamiennes s'emparent de Saigon, marquant la fin de la guerre du Vietnam et la victoire du Nord communiste. Dans le livre que vous venez de publier aux éditions Temporis, Fragment d'un parcours aventureux, vous nous faites notamment partager avec passion votre expérience vietnamienne. Jeune ambassadeur, vous arrivez à Hanoï en 1989, avec pour mission première de tourner la page du colonialisme et d'inventer un nouveau modèle de coopération avec ce si beau pays. 14 ans après la guerre contre les Américains, quelle situation politique, économique et sociale trouvez-vous? Le Vietnam s'est-il relevé de ces trop nombreuses années de combat? Donc c'est effectivement un temps assez long et durant lequel les Américains ont appliqué un boycott total vis-à-vis du Vietnam. Moi, quand je suis arrivé au Vietnam, il n'y avait pas d'ambassade américaine, il n'y avait pas un seul Américain sur le territoire vietnamien, que ce soit pour représenter les États-Unis d'Amérique ou que ce soit pour faire du business, ça n'existait pas. Il y avait simplement des sénateurs qui, de temps en temps, venaient en mission voir les autorités vietnamiennes, voir aussi le pays, pour, à Washington, décider s'il fallait rétablir des relations diplomatiques ou pas. Alors effectivement, ces hommes politiques américains voulaient voir les ambassadeurs occidentaux, surtout ceux des pays européens, pour leur demander comment c'était finalement. Et on est tous unanimes pour leur dire, écoutez, arrêtez votre boycott qui est complètement anachronique, il faut que les États-Unis reviennent. D'ailleurs, c'est ce que souhaitent les Vietnamiens. Et effectivement, un certain nombre de sénateurs étaient de cet avis, mais ça a pris du temps puisque les Américains ne sont revenus qu'en 94-95. L'ambassade a été pleinement réouverte en 95, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Donc moi, j'ai vécu 4 années au Vietnam. Sans les Américains, j'allais dire malheureusement sans les Américains, peut-être devrais-je dire heureusement, parce qu'effectivement, il y avait moins de concurrence sur le marché. Comment était le pays, me dites-vous? Oui. Un pays appauvri par plus de 30 années de guerre, bien sûr la guerre française, la lutte contre les Japonais par intermittence pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis la guerre américaine. Et effectivement, le pays était dans un état de pauvreté extrême. Il avait été soutenu par l'Union soviétique, qui était le principal intervenant. L'Union soviétique qui fournissait les armes, les équipements militaires, mais qui faisait aussi une coopération importante en construisant des centrales électriques, en construisant des infrastructures. Et il y avait d'ailleurs à Hanoï un camp de coopérants. Alors les coopérants soviétiques vivaient dans un camp et ne se mélangeaient pas beaucoup avec la population vietnamienne. Grande différence avec la coopération française. Il y a d'ailleurs eu pratiquement pas de mariage mixte entre les Russes et les Vietnamiens. Le mur de Berlin est tombé alors que j'étais arrivé en poste depuis quelques mois, depuis à peine 6 mois. Et pour les Vietnamiens, ça a été en effet une grande catastrophe parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous reste? On va rester dans la main des Chinois. Et effectivement, dans la mesure où Paris était prêt à monter une coopération d'un nouveau type avec le Vietnam, notamment pour les aider à passer d'une économie planifiée à la soviétique à une économie de marché, eh bien, ils ont été assez contents de retrouver ce contact avec les Français. Pendant la période qui a suivi Dien Bien Phu, il continuait à y avoir des contacts, puisque nous avions une mission diplomatique à Hanoï, d'ailleurs, dont le chef est mort sous une bombe américaine, accident paraît-il, mais vous savez que Hanoï était bombardé très fréquemment, et donc il y a eu cette regrettable destruction du bâtiment dans lequel se trouvait le délégué général de la France, qui est mort dans le transport ensuite en avion vers Paris. Donc un pays où la guerre se ressentait partout. Pour citer un exemple qui est en même temps culturel, vous savez que au Nord-Vietnam, on aime beaucoup les marionnettes sur l'eau. C'est un spectacle de théâtre de marionnettes actionnées par des tiges sous l'eau par des spécialistes, des artistes donc, qui racontent des histoires. Et ce théâtre des marionnettes sous l'eau, auquel naturellement tous nos visiteurs voulaient se rendre, se trouvait comme par hasard à une adresse très particulière qui était avenue de la Victoire sur les B-52. Et puis les Vietnamiens avaient voulu garder quand même la marque de cette guerre.
avec le musée de l'armée, mais aussi du très court conflit qu'il y avait eu 10 ans avant mon arrivée avec les Chinois. Avec les Chinois en 1979, très mécontents que les Vietnamiens occupent le Cambodge et en chassent les Khmers rouges, qui étaient liés aux Chinois à l'époque, avec Sihanouk qui joue un rôle ambigu, mais qui était réfugié à Pékin. Pour les punir, eh bien, pour leur donner une leçon, ils ont pénétré sur environ 30 km au nord du Vietnam et ils ont tout détruit. Les deux histoires coexistent, celle racontée par les Vietnamiens, on a vaincu avec nos troupes locales nationalistes, on a vaincu les Chinois, et les Chinois qui disent que dans le fond ils se sont retirés volontairement, ils ne voulaient pas aller jusqu'à Hanoï et ils voulaient simplement leur donner une leçon. Donc c'est un peu, alors il y avait à Dong Nang dans le nord, tout près de la frontière chinoise, un village brûlé par les Chinois qui était conservé en l'état et que l'on visitait à l'époque comme une relique de cette guerre récente qui aujourd'hui c'est interdit de parler de cette guerre parce que le régime a besoin pour survivre de l'appui du régime chinois. C'est une question de régime, puisque pendant mon séjour là-bas, comme je vous l'ai dit, le mur de Berlin est tombé et l'Union soviétique s'est dissoute. Donc effectivement, restait la Chine. Et l'obsession des Vietnamiens, c'est de ne pas tomber sous l'influence exclusive des Chinois. C'est pourquoi aujourd'hui, ils coopèrent beaucoup avec l'Europe. Donc à l'époque, nous, on a entraîné l'Europe avec nous. Et puis, ils coopèrent, mais bien entendu, maintenant que les Américains sont revenus, avec les Américains et avec tout le monde, avec une espèce de théorie qui ressemble d'ailleurs à celle des Indiens. C'est-à-dire, on conclut des accords de coopération avec tous ceux qui veulent. Et on spécialise les accords de coopération bilatéraux avec ce que le pays en question peut nous apporter d'intéressant. Donc les alliances, pour eux, les alliances militaires, c'est un peu le passé. Ce qui compte, c'est une politique tous azimuts, dans le fond, en cherchant des accords avec tout le monde. On les a également fortement incités à rentrer dans l'association des pays du Sud-Est asiatique, qui sont maintenant au nombre de 10. Ils sont un membre très actif de l'ASEAN, alors que la première année, ils disaient, mais l'ASEAN, à quoi pensez-vous? L'ASEAN est un truc anticommuniste. Bon, c'était le passé. À votre arrivée, comment êtes-vous accueilli par les autorités vietnamiennes? Écoutez bien, parce que d'une part, bon, j'avais 45 ans, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, donc j'étais un ambassadeur assez jeune, qui n'avait que des souvenirs lointains de ce que racontait la presse française sur la chute de Dien Bien Phu, que je ne connaissais pas vraiment le pays. J'avais cependant fait une visite de reconnaissance à partir du moment où j'étais pressenti pour aller au Vietnam, puisque le ministre français de l'Agriculture avait fait une visite exploratoire et m'avait embarqué avec lui pour que je voie un peu le pays. Et effectivement, bon, vous savez, quand on est nommé ambassadeur dans un pays, quel que soit ce pays, très vite, il porte un jugement au bout de 3-4 mois. Il va travailler de façon positive ou de façon négative. Et c'est important, en effet, d'avoir une image positive. Dans le fond, quelles que soient les instructions, vous avez rappelé quelles étaient les miennes, effacer la période coloniale et trouver un nouveau mode de coopération. Ça tombait bien, puisque tout ce qui sert à faire fonctionner l'économie de marché était absent du Vietnam. Il n'y avait pas de trésor public, figurez-vous. Les gouverneurs des provinces percevait l'impôt, c'était pas un fonctionnaire des finances, c'était le gouverneur. Bien sûr, il gardait ce dont il avait besoin pour sa province et peut-être pour lui, et il renvoyait le reste à Hanoï, c'est-à-dire pas grand-chose. Évidemment, on leur a expliqué que c'est pas comme ça qu'on faisait dans un État moderne. Il fallait une direction générale des impôts, indépendante. Il fallait un budget qui déterminait qui payait l'impôt. Tout remontait au centre et le centre distribuait en fonction du budget décidé par le centre, évidemment. Et on a monté une coopération un petit peu originale parce que c'était directement le ministère des Finances français qui envoyait des fonctionnaires de responsabilité travailler avec les Vietnamiens et les former. Donc on a eu toute une noria de chefs de bureau, de sous-directeurs du ministère des Finances, et tout ça a été placé sous la houlette d'un inspecteur des Finances qui à l'époque chapeautait la coopération internationale du ministère des Finances, qui s'appelait Monsieur de Chalandard, qui a fait d'ailleurs
petit peu après la même chose avec la Pologne, pour convertir une économie planifiée en économie de marché, sans vouloir changer le régime. Notre problème était de leur donner des instruments techniques qui permettaient de faire fonctionner une économie de marché. De la même manière, coup de chance, le président de la Chambre économique et financière de la Cour de cassation à Paris, M. Bézard, était né au Vietnam. Son père était fonctionnaire français, fonctionnaire, je crois, de l'enregistrement. Et quand on lui a proposé de faire des missions au Vietnam pour travailler sur un code de commerce, il a été évidemment enchanté. Et il a passé très régulièrement 15 jours à travailler avec le dernier ministre de la Justice francophone des Finances. Ils s'enfermaient tous les deux et ils écrivaient leur code du commerce. Ça a quand même beaucoup facilité les choses. Les Vietnamiens vous ont-ils livré leur version de ces deux guerres contre les Français et contre les Américains qu'ils venaient d'affronter? Alors, oui, pas beaucoup contre les Américains parce que je n'étais pas l'interlocuteur rêvé, naturellement, pour parler des Américains, mais il y avait une comparaison, c'est-à-dire que la guerre américaine avait été beaucoup plus technologique, beaucoup plus brutale, pour eux en tout cas. Ils gardaient un souvenir qui n'était pas un mauvais souvenir de la guerre française. Dans le fond, bien sûr, ça avait été brutal, il y avait eu des morts, etc. C'était regrettable. Moi, j'avais pris le parti à partir du moment où j'ai été rendre visite au champ de bataille à Dien Bien Phu, à partir du moment aussi où le film de Pierre Schoendorfer sur Dien Bien Phu est sorti, il est venu le montrer au Vietnam, plutôt que de faire des discours plus ou moins émotifs sur le sujet, devant nos anciens combattants qui étaient présents, j'ai demandé à ce que la salle de cinéma se lève, mais je faisais la même chose lorsque j'allais à Dien Bien Phu, et que tout le monde observe une minute de silence pour nos morts, pour tous ceux qui sont morts à Dien Bien Phu. C'est tout simplement ce que voulaient les Vietnamiens. Alors le 14 juillet 1989, le général Giap entre pour la première fois dans l'ambassade de France. Vous souvenez-vous de cette visite remplie de symboles? Bah oui, parce que c'était quand même une émotion forte, surtout que c'était pas planifié à l'avance. Bien sûr, en faisant mes visites protocolaires, quand je suis arrivé au printemps 89, j'avais été voir le général Giap, qui était l'un des 6 vice-premiers ministres, mais un petit peu à titre honorifique, on lui avait donné comme tâche technique de surveiller le domaine scientifique. Mais enfin, il y avait aussi un ministre qui faisait la même chose, donc c'était un petit peu honorifique. Et je parlais naturellement, alors comme il est assez joueur naturellement, donc il m'avait parlé de Dien Bien Phu puisque je l'interrogeais. Bon, il m'a dit oui, Dien Bien Phu, mais vous savez, le plan Navarre était très bien conçu, on aurait pu être vaincu. Et alors l'espièglerie, c'est et si j'avais suivi les conseils de mes conseillers militaires chinois, j'aurais perdu la guerre. Il n'était pas très pro-chinois. Les Chinois conseillaient probablement ce qu'ils avaient fait en Corée du Nord, c'est-à-dire les vagues successives, les vagues humaines successives, qui naturellement provoquent des millions de morts. Bon, mais on finit par passer, si on en envoie beaucoup, bien sûr. Giap avait, lui, dit, moi je veux faire autrement, d'abord utiliser l'artillerie que j'ai. Effectivement, les Français n'avaient pas les bons renseignements en ce qui concerne l'artillerie, et puis creuser des voyaux pour m'approcher des points qui sont sur les collines, dans la plaine de Dien Bien Phu, et les prendre les unes après les autres, y compris en faisant des sapes souterraines sous ces collines. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement, avec le résultat que vous connaissez. Alors, il me disait, naturellement, il y a eu pas mal de morts, mais enfin, bon, nous, on n'a pas eu beaucoup de dégâts matériels, on n'a pas eu d'hélicoptères, on n'a pas perdu d'hélicoptères ni d'avions, d'ailleurs, on n'en avait pas. Ça fait aussi partie de la façon dont Giap s'exprimait et jouait même avec les choses les plus tragiques, finalement, parce que la guerre, c'est quand même la tragédie absolue. Et puis, le jour du 14 juillet 89, mon premier 14 juillet, les ambassades de France avaient reçu des instructions, où qu'elles soient, pour en faire quand même un 14 juillet particulier, bicentenaire de la Révolution française, en écho à ce qui se passait sur les Champs-Élysées à Paris. Et donc, effectivement, on avait mis les petits plats dans les grands, on avait invité beaucoup de monde, Vietnamiens, Français et corps diplomatique, les étrangers. Et quelques heures avant
l'ouverture de l'ambassade, de la fête à 18h, quelques heures avant. Mon interlocuteur du ministère des Affaires étrangères, le directeur d'Europe occidentale, me téléphone et me dit « Écoutez, c'est très ennuyeux, mais le général Giap veut venir à votre 14 juillet. » Parce qu'il dit que c'est l'anniversaire de la Révolution française. Des motards, une grosse limousine soviétique, bien entendu. Sort de là un général Giap, non pas en uniforme comme d'habitude, on le voyait tout le temps avec sa petite chemisette en kaki, etc. Habillé avec un costume, en bourgeois en quelque sorte, avec sa femme, qui est sa deuxième femme, qui était une professeure d'université, et qui arrive tout sourire, le fait rentrer dans la petite résidence, c'est une maison qui avait été construite par le général Delattre de Tassigny lorsqu'il occupait le même domaine. Et on parle et il commence naturellement à prendre des livres qui étaient sur mes tables, à dire mais moi j'arrive beaucoup de mal à obtenir des livres français, est-ce que je peux vous en emprunter 2 ou 3? Alors son capitaine aide de camp rafle tous les livres, c'est très bien, moi j'étais ravi qu'ils prennent des livres pour les lire, formidable. Et puis on a parlé, et au bout d'une vingtaine de minutes, mon premier conseiller vient me dire, écoutez, les gens sont maintenant tous rentrés, il fait très chaud sur la pelouse, c'est des subtropicales, hein, c'était dehors, sous les bambous, mais sur la pelouse surtout, tout le monde transpirait beaucoup, est-ce qu'on peut commencer? Alors oui, je demande au général Giap s'il veut bien venir avec moi, et les gens stupéfaits découvrent la présence du général Giap, les Français comme les Vietnamiens, parce qu'ils n'étaient pas au courant évidemment, sauf ceux des affaires étrangères. Et le général Giap, tout sourire, serre les mains à son passage, etc. Et puis on se met à l'emplacement prévu, on écoute les 2 hymnes nationaux, comme c'est la coutume, et il me dit, la Marseillaise, moi j'aimerais bien chanter la Marseillaise avec vous, parce que c'est un chant révolutionnaire. Bon. Là aussi, il continuait son numéro à la fois de charme et de... Bon. Et puis ensuite, moi j'ai fait mon discours du 14 juillet, comme il représentait le gouvernement vietnamien, je lui ai demandé s'il voulait dire quelques mots, et il a fait un petit discours en français, parfait français bien entendu, et le message était, il faut que les entreprises françaises reviennent tout de suite. Parce que les Américains finiront bien par revenir un jour ou l'autre, une fois qu'ils auront levé leur embargo anachronique, mais il faut que les entreprises viennent rapidement, sinon vous n'aurez pas la place que vous devriez d'avoir. Ce qui était un message quand même très important, parce qu'il y avait des représentants des entreprises françaises qui étaient là, souvent d'ailleurs des très jeunes qui venaient là pour ouvrir un bureau de représentation, pour prendre un peu la température du pays, la température du marché. Il n'y avait pas encore vraiment de gens opérationnels, ou il y en avait en tout cas très peu. Et donc, effectivement, c'était important qu'ils rapportent ça à leur siège à Paris. Et puis, ensuite, la fête a continué. Il y avait un orchestre, etc. Moi, j'ai fait venir pas mal, comme je suis originaire de Touraine, de produits de Touraine. Et on a vu le général Giap saucissonner, manger des rillettes, des rillons, parler aux uns aux autres, boire un peu de chinon, etc. C'était très très surprenant parce qu'il était effectivement... bien sûr, c'était un numéro de charme de sa part. Bien sûr, il était en service commandé. Mais peut-être me manipulait-il, mais moi aussi, puisque j'avais comme instruction d'effacer effectivement, il fallait pour effacer les conséquences de la colonisation et de la guerre, naturellement l'aval du général Giap. Ça a continué après lorsque Pierre Schoendoerfer est venu pour faire son film, puisque le président de la République lui avait promis qu'il aurait une centaine de parachutistes français pour figurer dans son film, et aussi un peu de matériel d'époque. Et donc il fallait l'aval du général Giap. Donc on est allé le voir ensemble, pour voir ce qu'il pensait de l'idée de faire un film sur Dien Bien Phu, un film de fiction qui n'était pas vraiment la reconstitution historique. Et il a dit, mais c'est très bien, moi je suis d'accord, c'est tout à fait bien, il faut que vous le fassiez avec une vision française, à la fois de ce qui se passe sur le front, de ce qui se passe à l'arrière, aussi les turpitudes de l'arrière, que Schoendoerfer avait mis dans son scénario, naturellement, parce que c'est tout ça, et ça s'est très bien passé, avec le concours de militaires vietnamiens, d'actives, qui servaient de figurants, tant pour les troupes du Nord que pour que les troupes régulières, tant pour dans le fond ceux qui se battaient contre nous que ceux qui se battaient avec nous. Et ça s'est passé tout à fait normalement. Donc pour l'accueil était donc très ouvert. À l'époque, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y avait encore toute l'équipe des vieux francophones
qui avait fait la guerre aux Français, qui nous connaissaient donc assez bien. Pour leur faire plaisir, j'ai dit que j'allais apprendre le vietnamien, donc j'ai pris une professeure âgée, etc., qui d'ailleurs assez vite me racontait des trucs sur la civilisation vietnamienne, mais le vietnamien c'était un petit peu compliqué. Bon, mais peut-être pour la forme. Et puis ça crée des contacts, si vous voulez aussi, donc c'était important. Et puis je me suis mis à circuler naturellement dans tout le pays pour voir. Et là aussi, le hasard des rencontres. Il faut toujours trouver des gens sur qui s'appuyer quand on est ambassadeur quelque part, des locaux. Il se trouve que le directeur général de la télévision vietnamienne, poste éminemment idéologique, était triculturel parce que son père était un mandarin chez Bao Dai, qui était passé à l'ennemi au moment où le Nord avait envahi Hue. Qui avait été faire des études en Chine, donc il était aussi de culture chinoise, et il parlait parfaitement français, évidemment, et de culture vietnamienne. Donc il était, je crois, on peut le dire, triculturel, et finalement, nous connaissant bien, il pensait qu'on pouvait faire des choses. Lui avait une télévision faite de bouts de ficelle, puisque c'était un pays qui sortait de 30 années de guerre, avec un vieux camion régie que lui avaient donné les Tchèques, mais qui était complètement pneu crevé, qui marchait plus, rien ne marchait. Il me dit, dans le fond, est-ce que je pourrais avoir un truc, pour lui c'était important, une parabole pour capter les signaux de CFI. Et à l'époque, c'était des émissions que le système d'État français proposait aux étrangers. Et donc, il a repris, avec cette parabole qu'on lui a évidemment installée, des émissions françaises, qui étaient des émissions. Et finalement, aussi, on a fait des cours de français sur cette télévision. Et bon, comme on voulait aussi donner un petit peu de matériel aux stations régionales de cette télévision. Donc, il m'accompagnait quand on allait voir les stations régionales, qui pour moi était une introduction très très importante, parce qu'il me racontait comment ça se passait vraiment. Et puis, il venait de temps en temps déjeuner à l'ambassade. Naturellement, il me racontait ce qu'il voulait. Il était sûrement lui aussi sous instruction. Et alors? De toute façon, personne n'est dupe. Moi aussi, j'étais sous instruction, dans le fond. Et on parlait... Alors, il n'avait pas le droit de venir seul, parce que dans un régime communiste, c'est comme dans les ordres, on ne se déplace pas seul, n'est-ce pas? Il faut toujours qu'il y ait un deuxième personne, un témoin. Et évidemment, là, l'espièglerie était que le témoin était généralement son adjoint, qui ne parlait que le vietnamien, et qui était très content de venir prendre un déjeuner à l'ambassade, qui faisait semblant d'écouter, mais qui ne comprenait pas ce qu'on racontait en français. Donc, voilà. Bon. Enfin, ça faisait partie du système à l'époque, y compris, ah oui, puisque je raconte quand même cette anecdote dans le livre, le système très ancien de téléphone, qui était encore des centraux téléphoniques à fiches. Et donc, quand je voulais appeler Paris, il fallait que je passe par les PTT, comme autrefois le 22 à Asnières. Je passais par les PTT vietnamiens, et j'avais toujours la même personne, une jeune femme apparemment charmante, qui parlait bien français, qui faisait des commentaires. D'ailleurs, est-ce que vous voulez le même numéro qu'hier soir, ou est-ce que c'est un autre numéro? Ah bon, je ne l'ai jamais rencontré, mais on parlait, et elle était chargée, évidemment, de mettre l'affiche et de donner la communication, mais aussi d'enregistrer et d'écouter, puisque tout le monde est écouté. Mais ça, c'est la règle générale, et dans beaucoup de pays du monde, vous savez, donc il suffit de le savoir. C'est pas très grave. Et donc, et un jour, Alcatel, qui à l'époque vendait des centraux téléphoniques modernes et intégrés, eh bien, a vendu un central téléphonique à Hanoï, et je n'ai plus Mademoiselle des PTT le soir au téléphone. Un élément de romantisme qui a disparu. Justement, durant votre présence au Vietnam, avec le général Giap, vous a-t-il parlé de la guerre contre les Américains? Très peu. Très peu. Alors, à ça, il y a probablement deux raisons. La première, c'est que, encore une fois, je n'étais pas le bon interlocuteur et qu'il n'avait pas envie de m'en parler. Cela dit, lorsque des officiels américains venaient le voir, y compris McNamara, etc., qui lui posaient des questions sur ce qui était arrivé précisément tel jour, en baie d'Along, etc., il racontait, mais ça c'était public, parce qu'il l'avait déjà raconté dans la presse locale, il racontait, ben il ne s'est rien passé. Vous avez cru qu'il y a eu un bombardement, il n'y a pas eu de bombardement. Bon, voilà. Mais bon, là aussi, chacun restait sur ses positions. Mais c'est vrai que des gens comme McNamara étaient très curieux de savoir ce que lui pensait en tant que militaire de très haut niveau, et ils ont probablement eu des conversations intéressantes.
quelqu'un d'autre qui a eu avoir une conversation intéressante avec le général Giap, mais on ne saura jamais quel était son contenu. C'est le président Mitterrand, parce que pendant sa visite d'État, qui était ma dernière étape au Vietnam en février 93, monsieur le président de la République a accepté que Giap soit assis à côté de lui pendant le dîner d'État. Donc ils se sont parlé en français pendant tout le dîner d'État, sans passer par un interprète. Il n'y a donc pas de compte-rendu. Enfin, en tout cas, ce général vous a laissé un grand souvenir, puisque vous avez écrit un livre, La Marseillaise du général Giap, qui est paru aux éditions Michel Le Maule. Pourquoi ce livre et quels en sont les temps forts? Alors, c'est un petit livre, hein, c'est 120 pages, dans une petite collection, en effet, chez l'éditeur Michel de Maule. J'avais pris ma retraite depuis peu de temps, et c'est vrai que quand on a eu une vie active, on se demande ce qu'on va faire à la retraite. Alors, généralement, on essaie de prolonger par des moyens divers. Mais j'étais dans l'action, je passais au stade de la réflexion. Donc je me suis mis à faire des cours, comme tout le monde, à Sciences Po, à Dauphine. Et puis je me suis dit, ça serait pas mal si j'écrivais quelque chose. Et il se trouve que l'occasion s'est présentée, puisque un de mes amis était chef de collection chez De Maule, chez cet éditeur, et m'a dit, t'as pas un petit sujet, on pourrait faire, mais moi, nous, c'est 120 pages, il faut que ça soit court, bref, c'est un petit format en plus. Et l'idée m'est venue, effectivement, autour du général Giap, 14 juillet 2000, c'est la première fois qu'il venait à l'ambassade de France à Hanoï, et puis autour de ça, je peux raconter mon expérience vietnamienne des 4 années. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Après plusieurs corrections avec le chef d'édition, avec l'éditeur lui-même, on est arrivé à ce petit produit, à ce petit livre, que les Vietnamiens ensuite ont entrepris de traduire. Alors évidemment, c'était un peu particulier parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer les droits, etc. Bon. Et puis finalement, ils avaient des problèmes, ils avaient envie de le traduire, mais en même temps, il fallait le transformer. Donc je leur ai donné une version antérieure que j'avais faite, qui était beaucoup moins achevée, beaucoup plus avec beaucoup de chapitres, en leur disant, écoutez, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez traduire. Mais traduire à la sauce vietnamienne, ça a été fait. Et ce livre vietnamien existe, ça s'appelle La mémoire d'un ambassadeur à Hanoï. Pour terminer, quel souvenir gardez-vous de ce superbe pays? Bon, écoutez, des bons souvenirs, parce que d'abord, la mémoire efface les mauvais souvenirs. Il y en a. Parce que c'était pas drôle tous les soirs, en 1989, à Hanoï, où il n'y avait rien, pratiquement pas de restaurant, pas de bistrot. Ça a très vite changé au cours de mes 4 années. Hein. Le pays s'est transformé très rapidement. Mais à l'époque, et c'est vrai que moi, je disais à tous mes amis, venez me rendre visite au Vietnam, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et puis moi, ça me sortira un petit peu, ça fera un peu d'animation. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une sorte de noria de gens, y compris les officiels, parce que le Vietnam, à cause des films, est devenu à la mode. Et 3 films pendant mon séjour, Indochine avec Catherine Deneuve, ça a armé quand même beaucoup le secteur, y compris le secteur du cinéma vietnamien, qui était dans un état lamentable, L'Amant, et puis le premier étant Dien Bien Phu de Schoendorfer, avec tout ce que ça pouvait remuer du côté de l'armée, ce qui m'a valu d'ailleurs d'obtenir un attaché de défense, car l'ambassade de France à Hanoï, quand je suis arrivé en 1989, n'avait pas d'attaché de défense. Ressentiment de nos militaires, peut-être. On a besoin d'un attaché de défense, parce qu'un attaché de défense, ça parle aux autres militaires. C'est donc très très utile pour savoir ce qui se passe. Et le film de Schoendorfer a permis d'accélérer, puisqu'il y avait des militaires dans le film. Alors j'en garde un souvenir, en effet, d'un pays où finalement la parole était assez libre, mais avec des codes, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle était libre dans les conversations en tête-à-tête, elle était un peu moins s'il y avait plus de monde ou si les propos risquaient de devenir publics. Mais enfin, d'une manière générale, j'ai beaucoup discuté avec le Premier ministre Phan Van Khai, qui était vice-premier ministre d'abord, et qui avait une image de libéral, et qui a fait beaucoup de choses en effet pour libéraliser en tout cas l'économie, pas la politique. Bon, qui me disait, écoutez, on a encore besoin d'une période de quelques dizaines d'années pour
rendre le pays autonome, le pays dont l'unification est relativement récente, qui est totalement sous-développé, et pour le mettre, l'insérer dans son environnement régional. Donc ça, c'était l'ASEAN. Et puis des rapports aussi apaisés avec la Chine, mais aussi des rapports avec l'Europe, puisqu'à l'époque, on a poussé aussi à ce qu'il y ait un accord de coopération entre le Vietnam et l'Union européenne. Donc une période très active et effectivement, oui, parfois une certaine nostalgie, c'est vrai.